toujours cette sensation de ne pas être légitime. Je pense que les hommes, on leur propose un poste, ils le prennent. Je pense qu'après, on arrive à être, ou en tout cas à se sentir totalement légitime, ce qui est mon cas aujourd'hui. Moi, j'ai envie de me lever tous les matins. J'ai envie d'avoir envie d'aller travailler tous les matins. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez Sentez-vous légitime, le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'AP-HP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Oriane Wagner-Ballon, qui est professeure des universités et praticienne hospitalière en hématologie biologique. Elle est également directrice médicale adjointe du département médico-universitaire de biologie-pathologie. Elle a 47 ans, elle est mariée et mère d'une adolescente. Bonjour Oriane. Bonjour Anne-Cécile. Alors vous avez un parcours assez extraordinaire, Oriane. Est-ce que vous auriez imaginé quand vous étiez une jeune fille ou même une enfant que vous auriez un tel parcours ? Alors non, bien sûr. Même si je viens d'une famille de médecins, mon père était médecin généraliste, mais je n'aurais jamais imaginé ni faire de la biologie médicale, ni exercer à l'hôpital, qui est quand même très éloigné de l'exercice libéral, et encore moins à Paris. Donc non, je n'aurais pas imaginé. Vous veniez d'où ? De Tours, de Touraine. Vous avez fait votre faculté de médecine à Tours, et donc vous êtes arrivée à Paris à quel moment ? Eh bien, au début de mon internat de biologie médicale, en 1999. Voilà, après avoir m'être séparée physiquement de mon futur mari, qui lui n'avait pas réussi l'internat, et donc a repris une année de révision chez ses parents. Il a eu l'internat, lui, après ? Oui, brillamment. Il est cardiologue actuellement, mais il a pris un peu son temps. Alors vous faites de la biologie médicale, en quoi ça consiste exactement ? Et puis comment vous avez décidé de vous orienter vers cette discipline ? Alors la biologie médicale, c'est en fait ce travail qui est effectué dans les laboratoires pour faire le diagnostic de différentes pathologies. Et l'hématologie biologique, eh bien, c'est toute l'étude des maladies du sang et de la moelle osseuse. Donc par exemple, quand un clinicien suspecte une leucémie aiguë chez son patient, il va avoir des symptômes cliniques, mais c'est uniquement les biologistes, comme moi, qui peuvent lui confirmer ce diagnostic. Donc il y avait toute cette dimension diagnostique et qui me plaisait énormément dans cette discipline. Bien sûr, je ne me prédestinais pas du tout à cet exercice, et c'est en dernière année de médecine, lorsque j'étais en Touraine, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à exercer sereinement une discipline clinicienne, c'est-à-dire soigner des patients, être capable de rentrer chez moi et de laisser tout de côté pour me consacrer à ma famille. Je trouvais ça trop difficile. Sur le plan émotionnel et... Oui, même si j'ai vécu, à ma connaissance, j'ai souvent été en grande réflexion à ce sujet, mais j'ai jamais eu vraiment d'éléments traumatisants au cours de mes études médicales, des stages d'externe. On est confronté avec les patients, ça se passait plutôt bien. J'ai un relationnel, je crois, assez facile. Je pense que c'est vraiment un métier difficile, et d'être en biologie, finalement, vous êtes beaucoup moins exposé. Vous êtes un peu plus éloigné du patient. Complètement. C'est pas vous qui faites l'annonce du diagnostic, donc... Ni non plus la prise en charge thérapeutique. On est plus préservé, c'est sûr. Est-ce que vous avez eu des mentors dans votre vie professionnelle ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu la chance, donc lorsque j'ai commencé mon internat de biologie médicale en région parisienne, eh bien, de passer en 3e semestre dans le service d'hématologie biologique de l'hôpital Henri Mondor. Et là, j'ai rencontré 2 femmes, donc une PUPH et une MCUPH. Donc elles étaient des pionnières, ces femmes, parce que oui, surtout à l'hôpital. Surtout la PUPH, clairement, oui. parce que elle avait été de ces premières femmes nommées professeurs des universités praticiens hospitalières de sa génération. Voilà, elles m'ont vraiment demandé à la fin de mon semestre, elles m'ont demandé si je voulais faire une carrière hospitalo-universitaire. On était en 2000, et elles m'ont dit... Vous aviez quel âge ? J'avais 24 ans. Et donc elles vous ont demandé elles vous ont... Oui, en fait c'était assez étonnant parce qu'elles m'ont dit à la fin du semestre, on a senti que tu aimais la cytologie. Si tu souhaites faire une carrière hospitalo-universitaire, on te promet, tu pourras être nommé. Donc nommé, ça veut dire nommé MCUPH, le premier statut de titulaire HU. Elles m'ont dit dans 10 ans.
Donc j'avoue donc 10 ans. Oui, c'était alors quand on a c'est ça donc 24 ans, on est toute jeune. En plus j'avais pas vu le DES de biologie médicale est un petit peu particulier parce que vous passez dans différents stages et vous découvrez toutes les différentes disciplines de biologie médicale. Donc 6 mois après, je suis revenue les voir, j'ai dit j'ai bien réfléchi, je crois que j'ai envie de faire une carrière hospitalo-universitaire, ça paraissait dingue comme ça en étant toute jeune interne et elles m'ont expliqué bien tout le parcours. Alors j'ai pas dit qu'après c'est forcément linéaire, il faut donner de soi bien sûr, mais elles m'ont expliqué où voilà, il fallait faire un DEA. Bon, je ne suis pas toute jeune, donc voilà, maintenant c'est des masters de recherche, mais à l'époque c'était des DEA. Donc j'ai fait un DEA, puis après j'ai dû faire une thèse de sciences. Donc on fait un cursus parallèle, un cursus scientifique en parallèle de son cursus médical qu'on met en fait en pause pour se consacrer entièrement à temps plein une activité de recherche. Et puis après il y a un concours pour être nommé MCUPH. On passe devant le jury du Conseil national universitaire. Donc j'avais la chance que ma chef MCUPH était membre de ce CNU, donc elle a pu me donner vraiment beaucoup de conseils, donc ça a été vraiment très appréciable. Et j'ai été nommée MCUPH en 2009. MCUPH, donc c'est maître de conférence des universités, praticien hospitalier. Donc c'est, comme je vous le disais, le premier grade d'HU avant de pouvoir être promu PUPH. Et là, vous aviez quel âge? Du coup, c'était combien de temps après? Eh bien, du coup, 2009, c'était 10 ans après. Donc c'était vraiment les 10 ans qu'elle vous avait annoncé. J'étais enceinte, en fait, j'ai été nommée enceinte. Voilà, on veut dire que la nature a fait ce qu'il fallait pour que je sois enceinte au moment où je le souhaitais. Le fait d'avoir été comme ça portée finalement par ces femmes, est-ce que vous pensez que c'est exceptionnel et que c'est ce qui a permis alors cette carrière oui, alors je pense exceptionnelle aussi? Oui, c'est assez exceptionnel. Bon, je pense aussi, il faut se le dire, j'exerce une discipline qui est féminiser la biologie médicale. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, exactement. Effectivement, la biologie médicale est une discipline où on croise à la fois des médecins biologistes et des pharmaciens biologistes. Il y a vraiment beaucoup de femmes. À titre d'exemple, dans mon DMU, on a 2 fois plus de femmes que d'hommes. Ça vous donne un peu une idée de la proportion de femmes. Donc effectivement, peut-être on se projette plus facilement en voyant des femmes biologistes qui accèdent à ces statuts. J'ai eu la chance d'être vraiment conseillée par ces 2 femmes et puis par d'autres femmes biologistes également du DMU qui étaient plus âgées que moi, notamment une qui m'a vraiment guidée dans l'étape suivante, c'est-à-dire la promotion pour être PUPH. On a besoin je pense vraiment de cette sororité finalement au niveau hospitalo-universitaire pour comprendre bien les enjeux et vous le savez, il y a beaucoup moins de femmes nommées que d'hommes. Voilà, donc on a besoin de ne pas se sentir seul. Je pense que c'est important de se sentir épaulé. Faire carrière à l'hôpital et à l'université, c'est vraiment trop dur. Alors, Oriane, vous avez entendu le jingle. Les médecins comme vous doivent concilier 3 missions, le soin, la recherche ou l'enseignement et le management d'un service. Comment vous expliquez que c'était pas trop pour vous? Alors oui, je ne vais pas le nier, c'est effectivement une charge de travail relativement importante, mais je pense que ça fait tout l'intérêt de ce statut. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir des activités extrêmement diversifiées dans mon exercice. C'est pas monotone. C'est pas monotone. J'ai pas du tout l'impression d'avoir un métier routinier. Chaque jour est un jour différent. Ça peut effrayer certaines personnes qui, au contraire, préfèrent des tâches plus répétitives et se sentent plus, j'allais dire, confortables. Moi, j'avoue que j'aime bien être confrontée à des situations peut-être qui sont un challenge un peu quotidien. Vous pouvez me décrire une semaine de travail vite fait comme ça? Mon exercice actuel est vraiment très différent de celui que je pouvais avoir il y a 10 ans, notamment depuis 3 ans, parce que j'ai été recrutée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche comme conseillère scientifique et pédagogique en santé auprès de la directrice générale de l'Enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Je suis désolée, ça fait un peu un titre à rallonge. Et ça, je fais cette activité à mi-temps. Voilà, je suis dans les magnifiques locaux de l'ancienne école polytechnique dans le 5e arrondissement près du Panthéon, où j'ai découvert, un métier complètement différent, connaissance des textes réglementaires, la légistique, tout en restant dans mon domaine, parce que c'est les formations de santé. Parce que moi, je suis arrivée sur la carrière HU, et ça, je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais c'était
Alors, j'ai fait de la recherche, je vous l'ai dit, mais vraiment, moi, ce qui m'a motivée, c'était l'enseignement. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en commençant mon internat. La transmission aux plus jeunes. Ah ouais, exactement. Ça, c'est quelque chose qui m'a... Et donc, j'ai tout de suite été assez dynamique sur cette voie-là. Et donc, de fait, repérée aussi par le doyen, le vice-doyen chargé des affaires pédagogiques de l'époque, qui m'ont tout de suite proposé des responsabilités en pédagogie. Et ça aussi, ça a été un moteur et aussi une façon pour moi de faciliter ma nomination en tant que MCPH puis PEPH. Donc, il y a la moitié de votre temps au ministère, et puis l'autre moitié, au laboratoire. Alors, au laboratoire, et puis aussi, je fais toujours partie de l'exécutif de mon UFR de santé, parce que j'étais l'ancienne vice-doyenne avant de prendre ces fonctions au ministère. Donc, j'étais vice-doyenne, donc j'étais en charge de la faculté de médecine de l'Université Paris-Créteil. Et donc, je reste bien sûr en lien avec l'équipe en place et le doyen qui m'avait nommée. Et puis, je m'occupe de mon laboratoire, donc de mon équipe. Je suis plus derrière le microscope avec une activité, on va dire, de routine, mais je viens regarder les cas intéressants, je participe au staff, je fais beaucoup de gestion RH, parce que c'est ça aussi quand on prend des responsabilités, et puis plus largement au niveau du DMU de biologie pathologie, dont je suis la directrice médicale adjointe, et bien là, on est en charge, justement, on a un projet de tout nouveau bâtiment, donc de plateforme de biologie hospitalo-universitaire de territoire. C'est un projet qui nous a vraiment beaucoup occupés, dans lequel je me suis vraiment beaucoup investie. Donc mes journées, et mes semaines sont relativement chargées. Je travaille beaucoup à la maison. Donc ça, c'est quelque chose que ma famille a bien compris depuis longtemps. Bon, j'ai une flexibilité aussi dans la gestion de mon temps qui est aussi appréciable. Est-ce que vous vous êtes toujours sentie légitime ? Alors, à présent, oui. Mais je trouve que c'est une question extrêmement pertinente et j'aime beaucoup ce slogan là de votre série de podcasts, parce que je pense que à chaque fois qu'on m'a proposé, parce que c'est cette chance qu'on me propose toujours des choses nouvelles tout au long de ma carrière, eh bien à chaque fois je me suis posé cette question. Et je crois que les femmes se la posent beaucoup trop. Je pense que les hommes se la posent rarement, voire jamais. On leur propose un poste, ils le prennent. Et voilà. Et nous, les femmes, on a toujours cette introspection, cette sensation de ne pas être légitime, comme vous le dites si justement. Et voilà, et en fait, une fois qu'on prend les fonctions, qu'on comprend le périmètre, il nous faut une petite phase d'adaptation, mais je pense qu'après, on arrive à être, ou en tout cas à se sentir totalement légitime, ce qui est mon cas aujourd'hui. Sacrifier sa vie perso pour prendre des responsabilités, même pas en rêve. Alors ce jingle est inspiré de remarques que font parfois les jeunes femmes dans la jeune génération qui seraient amenées à prendre des responsabilités mais qui refuseraient de les prendre. Ce serait la question de la vie personnelle. Comment vous réagissez à ce jingle ? C'est quelque chose qu'on entend vraiment régulièrement de la part de nos plus jeunes, hommes et femmes. Je comprends, mais quelque part, j'ai quand même du mal à imaginer que finalement les deux vies, la vie personnelle et la vie professionnelle, soient si détachées. Moi, vraiment, je suis persuadée que ma vie professionnelle sert ma vie personnelle et l'inverse est également vrai. Je pense qu'on ne peut pas être épanoui dans sa vie personnelle sans être épanoui et valorisé dans sa vie professionnelle. Donc je pense qu'il faut faire attention quand on a peur de sacrifier sa vie personnelle à ne pas sacrifier sa vie professionnelle. On peut le regretter. Et vous, personnellement, comment ça s'est passé, cette articulation ? Comme je vous disais, mon mari, lui, est cardiologue en libéral. Donc, c'est vrai, du coup, il n'était pas du tout intéressé par l'hôpital, la hiérarchie. C'était vraiment pas son truc. Mais il a tout de suite compris que moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Et ça, je pense que c'était bien qu'on ait probablement des carrières dissociées. Voilà, après, je sais qu'il y a des femmes qui réussissent en ayant, bien sûr, des maris qui font aussi une carrière hospitalo-universitaire. Je pense que quand même, ça doit être compliqué. Moi, mon mari a été un vrai soutien tout au long de ces années. Voilà, j'ai eu une fille unique, que j'ai réussi à caser entre mes obligations professionnelles et parce que j'avais vraiment réellement envie d'avoir un enfant. J'avais vraiment envie d'avoir une fille, donc j'ai été comblée. Après, la question s'est posée d'un éventuel deuxième enfant que mon mari aurait souhaité. Et puis, finalement, c'est pas venu. Et puis, peut-être que j'étais pas prête. Et puis, voilà, plein de choses. Et puis, on a un équilibre maintenant à 3 que je trouve idéal.
Il n'y a jamais eu de rivalité professionnelle entre votre mari et vous, parce que vous êtes tous les deux médecins. Lui, il exerce en libéral, donc la carrière n'est pas un truc forcément qui Non, vraiment. qui l'anime. Non, vraiment, parce que je vous l'ai dit d'emblée, voilà, il ne voulait pas travailler à l'hôpital et de fait faire une carrière hospitalo-universitaire ou même hospitalière. Hein. Il m'a vraiment accompagnée toutes ces années. Voilà, il a été présent quand je l'étais pas, notamment auprès de notre fille. Voilà. Après, on a trouvé un équilibre. Lui, il travaille dans une clinique, donc il est souvent de garde. Donc voilà, moi, je partais souvent en déplacement, surtout avant la période de la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'on avait parfois l'impression de faire une garde alternée. Mais bon, on trouvait un équilibre. Et notre fille, et voilà, c'est bien qu'il y avait des soirs sans papa, des soirs sans maman. Elle sait bien. Et elle vous a reproché de beaucoup travailler, son père et vous? Non, parce que je pense que ça a toujours fait partie de sa vie de voir ses parents accaparés par leur travail. Et c'est marrant parce que avant la crise sanitaire, ma fille ne voulait pas entendre parler d'études médicales parce qu'elle disait médecin, c'est beaucoup trop de travail entre son papa qui était de garde tout le temps, puis moi qui étais tout le temps avec mon ordinateur portable en train de travailler. Et puis la crise sanitaire, elle a vraiment, je pense, fait réfléchir. Elle a été très sensibilisée au fait que certaines professions étaient vulnérables, très vulnérable au point de voir des gens qui, effectivement, perdaient leur emploi. Elle était très troublée par ça. Et puis, elle voyait, par contre, son papa, sa maman, qui avait le droit de sortir tous les jours, certes masqué, mais voilà, on allait travailler tous les jours. Bon, son papa a pu être filmé aussi à la télé, parce que voilà, les journalistes aiment bien les structures privées. Donc, voilà, il se retrouvait filmé, parce qu'il est cardiologue dans un service d'unité de soins intensifs cardiologiques. Il était transformé en réanimation. Voilà, une unité Covid, exactement. Et donc, je pense que voilà, elle s'est dit, finalement... Papa et maman font certainement un métier intéressant. Et j'avoue, ce qui m'a fait très plaisir, c'est quand je lui ai demandé, bon, alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et elle m'a dit, maman, j'aimerais être comme toi. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est fierté. Donc là, vous pouvez être fière. Quel conseil vous donneriez à des jeunes femmes qui se poseraient des questions sur leur carrière future ? La carrière hospitalo-universitaire est beaucoup moins attractive. Oui, du fait qu'il y a eu plein aussi de revalorisation du statut de PH qui devient vraiment presque le Graal actuellement. Donc les praticiens hospitaliers. Voilà, exercer donc avec la possibilité, tout en étant praticien hospitalier, de pouvoir quand même avoir des activités de recherche, des activités d'enseignement. Donc, vous voyez, un statut qui peut être complètement valorisant sur ces aspects-là aussi. Je le dis parce que je pense qu'on a envie de voir des jeunes s'investir dans une carrière hospitalo-universitaire. Alors, les jeunes femmes, j'ai envie de leur dire, pour reprendre un petit peu votre slogan, de ne pas avoir peur de se sentir légitime. Parce que vraiment, je pense que c'est très important de ne pas se sous-estimer. Je pense que ça, c'est quelque chose, le plafond de verre, quelque chose qui est prégnant chez les femmes. Après, beaucoup, finalement, avancent l'argument qu'on a évoqué tout à l'heure du sacrifice de la vie personnelle. Du temps, tout simplement. Oui, après, c'est sûr, je ne vais pas vous dire que voilà, je passe pas beaucoup de temps à travailler. Ça serait faux de le nier. Comme je vous le disais, vous êtes une passionnée, en fait. Voilà, mais je pense que c'est ça, en fait. Moi, j'ai envie de me lever tous les matins. J'ai envie d'avoir envie d'aller travailler tous les matins. Je pense que c'est nécessaire. Alors, là encore, il faut bien réfléchir. Je pense qu'effectivement, la vision de la carrière HU dépend beaucoup des rencontres et des personnalités auxquelles on est confronté. Donc, c'est aussi important d'être une image positive. Parce que, bon, après, voilà, tout n'est pas toujours rose et je nie pas qu'il y a des difficultés, mais c'est important de véhiculer une image positive, je pense, pour toutes ces jeunes femmes. Et vous en avez que vous avez réussi à convaincre des jeunes femmes de devenir PUPH, comme on dit ? Alors, pas encore actuellement. J'ai réussi à nommer des jeunes femmes PH. On essaie de repérer des internes. En fait, je me retrouve dans la situation dans laquelle mes chefs étaient à l'époque. Donc, la boucle est bouclée. J'essaie moi aussi de repérer parce que finalement, on repère assez tôt le potentiel. Bien, la preuve, c'est ce qui vous est arrivé, vous. Donc, en fait, j'étais un peu... Oui, on pouvait se demander mais comment elles avaient fait. En fait, je pense que c'est des internes qui peuvent être très différents et on voit assez rapidement, en fait, le potentiel des uns et des autres, et des unes et des autres. Donc, j'espère bientôt pouvoir trouver une jeune femme que je pourrais guider. Et je serais vraiment heureuse de pouvoir la guider. Pour une passionnée comme vous, le risque, c'est le trop-plein de travail et du coup, le burn-out. Est-ce que vous avez été fragilisé par des moments où vous en preniez trop sur le dos ou est-ce que, non, en fait, vous savez très bien gérer ? J'ai appris à gérer. Il y a des moments, oui, il y a des moments de doute, surtout quand finalement ça a été la
course pour la nomination et la promotion en tant que PUPH, là, c'était beaucoup parce qu'on vous demande vraiment beaucoup d'investissement, puisqu'en général, vous devez vous investir dans des tâches collectives, on vous demande d'avoir un certain nombre de publications scientifiques. Ça tombe pas du ciel, donc il faut produire ces articles scientifiques. Donc ça demande beaucoup de travail. Donc là, oui, les doutes, je les ai eus à ce moment-là, en me disant, finalement, c'est trop. Je vais pas y arriver. C'est des postes qui demandent beaucoup d'investissement. Après, voilà, quand on est une femme, souvent c'est parce qu'on doit gérer beaucoup de choses à côté en plus. Souvent, ses enfants. Alors, sauf si on a la chance d'avoir un conjoint qui finalement permet de suppléer. Ça demande un investissement, c'est sûr. Oriane Wagner-Ballon, l'hôpital, c'est un lieu qui parfois connaît du sexisme. Est-ce que vous avez croisé le sexisme dans votre parcours ? Alors écoutez, j'ai eu cette chance de ne pas avoir perçu des remarques comme étant sexistes, et peut-être pour 2 raisons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette chance d'évoluer dans le milieu de la biologie médicale qui est très féminisée. J'ai eu aussi cette chance d'être finalement assez jeune, mise en situation de responsabilité, notamment quand j'évolue au niveau de ma faculté. J'arrivais avec un statut avant d'être une femme. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a certainement dû me protéger. Vous voulez dire que les responsabilités, d'une certaine façon, faisaient qu'on n'osait pas, probablement, vous faire des remarques ? Exactement. Non, exactement. Donc si, effectivement, ça peut donner envie aux plus jeunes de prendre des fonctions à responsabilité, je les en encourage. Et vous avez des choses qui vous permettent de gérer le stress, etc., vous, individuellement ? Alors, moi, j'ai découvert beaucoup trop tardivement les bienfaits de l'activité physique, j'avoue. J'ai trop négligé pendant des années. C'est vrai que je me suis remis il y a quelques temps, probablement au moment où j'ai pris mon poste au ministère, à me dire il me faut du temps pour moi, pour me dépenser. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui permet de relativiser. Voilà. Puis j'ai aussi fait beaucoup de travail sur moi pour ne pas être affectée par ce qui se passe dans ma vie professionnelle. Voilà, souvent je dis il faut que ça glisse. Donc j'essaie que les choses glissent. Pour mettre à distance ? Pour mettre une distance, ouais. J'essaie aussi de m'occuper de ma fille. Tout au long de son enfance, j'ai vraiment essayé de pouvoir me libérer quand il y avait ces fameuses sorties scolaires. J'ai essayé d'être présente, donc voilà. Ah oui, même si j'ai besoin de le rappeler. Scolaires. Je suis allée faire une sortie acrobranche, vous voyez, vraiment, je le voulais, quoi. Non, j'ai fait plusieurs sorties scolaires, donc ça, je le rappelle souvent à ma fille. Alors en lui disant, tu vois, j'étais quand même présente. J'essaie de sanctuariser des temps, en tout cas, des temps clés. Des temps clés, ouais, pour ma fille. Après, j'ai la chance, maintenant, c'est une adolescente, elle est autonome, elle aime bien être seule. Elle dessine, ma fille, c'est sa passion. Elle dessine énormément. C'est génial. Voilà. Merci, Oriane Wagner-Ballon. Merci. Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.